Allô, bienvenue à ce 4e épisode de Super Spécialiste, le podcast où je parle à des spécialistes de leur spécialité. Aujourd'hui, je rencontre Adriana Huerta Núñez, une doctorante en études urbaines qui étudie la paradiplomatie, c'est-à-dire les relations internationales des entités autres que les États-nations, dans son cas, les villes. Même si vous pensez sans doute pas avoir réfléchi ou rencontré la paradiplomatie dans votre vie, elle prend tellement de formes, du jumelage entre villes à la présence de maires de villes sur la scène internationale, que c'est certain que vous y avez été confronté. Adriana va nous expliquer le rôle, l'histoire et l'avenir possible de la paradiplomatie en utilisant de nombreux exemples, dont ceux du Québec et de Montréal. Adriana est mon amie, je la connais parce que je viens aussi des études urbaines, mais c'est un sujet que je maîtrise pas du tout parce que, personnellement, je suis vraiment aux antipodes de la paradiplomatie parce que j'étudie les espaces publics. Donc je fais pas la surprise dans cet épisode, c'est vraiment que j'ai appris beaucoup puis que j'y connaissais rien. Il y a un petit bruit parasite pendant les 3 premières minutes, mais ça s'arrête ensuite, donc persévérez. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais? Oui, je suis étudiante de doctorat en études urbaines. J'ai fait ma recherche doctorale précédemment sur la diplomatie des villes, principalement les villes qui sont du patrimoine mondial et particulièrement sur les villes mexicaines. Je collabore aussi dans une revue qui porte sur la paradiplomatie et qui a son siège en Argentine, mais qui collabore avec beaucoup de pays au monde. Ok. Puis, comment t'en es arrivée à étudier la paradiplomatie? Bon, je fais des études en relations internationales et après j'ai travaillé 4 années dans ce musée des Beaux-Arts. C'est sûr que ça semble pas si proche, mais je travaillais dans la régie d'offres. C'est un département qui est responsable des échanges pour avoir les empreintes des œuvres d'art qui vont participer à des exhibitions temporaires. Et c'est comme le département le plus paradiplomatique du musée parce qu'il a beaucoup d'échanges avec les institutions à l'étranger. Et après, je me suis rendu compte qu'il avait quelque chose d'important et intéressant de voir dans cet échange. Et j'ai continué à étudier une maîtrise, toujours en relations internationales, mais cette fois-ci avec l'axe, le focus sur la diplomatie des villes. Ok. Donc, est-ce que ce qui t'a attiré en premier, c'est plus le côté art, patrimoine que le côté diplomatie? Je pense tous les deux. Parce que depuis ma formation, depuis mon bac, j'avais toujours dans la tête les échanges internationaux, tout ce qui porte sur les frontières. Et je pense que c'est tous les deux. Aussi, le patrimoine, c'est super intéressant. Ok. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Qu'est-ce qui se passe à Montréal qui fait que c'est là que tu voulais faire ton doctorat? Bon, j'avais étudié les cas de la paradiplomatie du Québec quand j'étais au bac. Donc, je savais déjà certaines choses sur la ville, sur la province, bien sûr. Et après, j'ai vu qu'il avait ce programme de doctorat en études urbaines et qu'il avait une chaire de patrimoine qui faisait des choses assez intéressantes. Donc, c'était une façon de faire un mélange de deux choses qui me passionnent dans un seul programme de doctorat. Ok, puis ça va t'amener à quoi dans la vie d'étudier ça? Est-ce que tu veux rester comme dans le monde de la recherche? Est-ce qu'il y a des applications comme hors du monde académique pour la paradiplomatie? C'est quoi que tu veux faire? Idéalement, je voudrais faire des applications dehors le monde académique. Je voudrais travailler soit dans un organisme international qui gère aussi la participation des gouvernements locaux et des villes dans le patrimoine, mais aussi ça concerne l'internationalisation. Mais si je peux continuer à faire de la recherche, ça serait aussi génial pour moi. Si je peux continuer avec les deux choses, serait optimal. Est-ce que tu peux me définir la paradiplomatie? Ce qu'on appelle par diplomatie, ce sont les relations internationales des entités autres que les États-nations. Ceci peut intéresser des entités gouvernementales qui sont à l'échelle locale, comme les provinces, les États fédérés, les régions, les cantons, etc. Mais aussi d'autres types d'entités qui sont les organismes non gouvernementaux, et par exemple les associations civiles qui
portent aussi, qui font aussi des choses sur le domaine international. Donc, essentiellement, les suffixes para indiquent qu'il est en action parallèle, c'est-à-dire c'est une diplomatie alterne à ce qui fait le gouvernement central ou le gouvernement de l'État-nation. Mais il existe d'autres notions par rapport à la paradiplomatie. On peut dire qu'il s'agit d'une gouvernance multi-échelle, une diplomatie locale, une action extérieure subnationale, parmi d'autres types de notions. Depuis quand ça existe la paradiplomatie, puis pourquoi ça a commencé à exister? Parce que j'imagine que ça s'est développé comme en contraste avec la diplomatie des États. Oui, effectivement, cette notion, ça a commencé dans les années 80. En fait, il y avait des chercheurs qui ont commencé à employer ce terme pour décrire d'une façon plus théorique ce qu'ils regardaient à l'échelle internationale, c'est-à-dire une multiplication d'échanges internationaux entre les pays, bien sûr, mais les entités autres qui n'étaient pas traditionnellement dans les domaines internationaux. Donc, pour cette raison, ils ont commencé à expliquer à travers la paradiplomatie ce type d'échange. Et ça a commencé à être plus remarquable parce que dans les contextes de processus de mondialisation, on voit une accélération d'échanges. Il y a la technologie qui avance et qui aide aussi à se communiquer, à faire des échanges plus fréquemment. Et en raison de ce type d'échanges aussi commerciaux, c'est ça que différents gouvernements vont commencer à interagir et vont commencer à se lancer au domaine international pour avoir un certain raisonnement. En plus de cette multiplication d'échanges, on voit aussi l'impuissance du gouvernement central pour gérer tout ce type de flux qui se passe à travers les frontières. Puis donc, avant dans l'histoire, comme si on imagine l'Antiquité ou le Moyen-Âge, il y avait les villes, elles n'avaient pas de fonction diplomatique, c'est vraiment quelque chose de récent? Ou alors est-ce que ça existait quand même un petit peu? Oui, en fait, dans l'Antiquité, il y avait les villes-États. Donc, c'était déjà cette considération de la ville comme un centre qui pourrait avoir des échanges avec d'autres villes à travers les diverses frontières. Donc, c'est ça dans l'Antiquité. Mais quand on parle du système moderne, de cette État-nation, on voit qu'il avait peu d'échanges, qu'il s'était vraiment restreint et qui était traditionnellement, l'international, c'était traditionnellement un domaine consacré à l'État-nation. Ok. Puis donc, pourquoi ça existe la paradiplomatie? Qu'est-ce qui a poussé les villes et les régions à développer ce système parallèle? Bon, les villes et les régions, les entités subnationales ont beaucoup de motivation à agir à l'international. Il y a par exemple la géographie, c'est-à-dire ils se trouvent dans les conditions de frontières, donc ils sont vraiment obligés à interagir avec leurs voisins. C'est pour ça qu'ils partagent, mettons, on peut partager un lac, une rivière, il est nécessaire donc d'échanger, de traiter des choses en commun qui affectent à toutes les deux villes. Aussi, on trouve qu'il y a des raisons financières, donc c'est sûr que les villes vont commencer à voir à l'extérieur comme une façon d'acquérir des fonds et des ressources économiques pour soutenir la gestion à l'échelle locale et tout l'approvisionnement des services, etc. On trouve aussi qu'il y a des choses, des aspects environnementaux. Donc, les villes vont commencer à chercher des solutions pour mitiger les effets du changement climatique et aussi pour s'engager internationalement pour trouver des solutions en faveur du climat. Il y a aussi des intérêts personnels des décideurs et des élus. C'est sûr que pour eux, c'est plus facile d'avoir un raisonnement, d'être exposé médiatiquement,
quand ils font des choses à l'international, quand ils vont prendre une photo avec un président, avec une personne qui est assez connue, quand ils vont faire un échange dans une autre ville allemande qui est assez connue, pour eux, c'est une espèce d'exposition médiatique, de rayonnement. Donc, ils sont vraiment actifs en faisant ce type de relations internationales. Il y a aussi le côté du renforcement de compétences à l'échelle locale, c'est-à-dire les gouvernements locaux vont chercher de trouver certaines expériences pour l'application dans la ville. C'est aussi une autre motivation de ville pour agir à l'extérieur, c'est le renforcement de compétences à l'échelle locale, c'est-à-dire de chercher des expériences qui ont été appliquées dans d'autres villes dans le monde pour trouver des solutions et résoudre des problèmes à l'échelle locale, comme par exemple les problèmes de sécurité publique ou de mobilité. Ils vont chercher des expériences qui ont été appliquées par d'autres villes et pour résoudre des problèmes qui sont en commun. On trouve aussi qu'il y a le contexte de la politique interne des villes. Il y a toujours des enjeux, des alliances qui vont permettre à la ville d'agir à l'international. Est-ce que tu peux me donner des exemples, par exemple, de maires de villes qui s'engagent dans de la paradiplomatie? Oui, en fait, oui, c'est vrai. Maintenant, il y a des chercheurs, il y a certains travaux qui montrent comment est-ce que les maires vont devenir comme les protagonistes de l'échelle mondiale. On voit par exemple Anne Hidalgo à Paris, qui a fait vraiment un leadership très, très important dans les accords de Paris pour le climat. Donc, elle a vraiment fait un leadership dans le groupe de villes qui ont signé un accord. Ce sont 54 villes, des grandes villes, qui ont signé cet accord pour vraiment avoir la volonté politique de faire quelque chose pour empêcher les changements climatiques. Ce qui se passe pas en fait, pour les États-nations, on a vu qu'il y avait une certaine absence de la volonté politique des États-nations de vraiment réduire leurs émissions de carbone. Mais est-ce que les États, ça les rend pas jaloux, d'une certaine manière, que les villes fassent ça? Je veux dire, est-ce qu'ils cherchent à limiter ça, ou alors est-ce qu'ils cherchent à encourager ça? Est-ce qu'ils interviennent pas? Ça dépend. Il y a certains États qui ont une juridiction, un cadre juridique très, très contraignant pour les villes et pour leur État fédéré à agir à l'international. Ils vont limiter certaines actions parce qu'ils les trouvent qui sont contraires à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils veulent faire. Notamment, c'est le cas des États qui ont des enjeux identitaires à l'interne. C'est le cas de l'Espagne, par exemple, avec toute la question du Pays Basque et de la Catalogne. Ils vont essayer de limiter certains types d'actions de ces entités. Mais il y a d'autres États qui trouvent que c'est quelque chose qui bénéficie les échanges, qui bénéficie le développement de la population. Donc, ils vont encourager, ils vont permettre ce type de choses. Par exemple, au Mexique, il y a même l'État fédéral a une unité qui aide à chaque ville dans le pays à trouver un partenaire à l'international et à trouver des fonds, etc. Donc, ça dépend le type d'État et ça dépend le type d'action aussi. Au Canada, on est dans quelle catégorie? Au Canada, c'est assez flexible. On peut dire qu'il existe une législation qui permet aux provinces d'agir dans une certaine façon à l'international. Il y a certaines compétences qui sont partagées, il y a certaines compétences qui sont exclusives du gouvernement fédéral, mais c'est notamment le cas du Québec qui est le plus connu, un des plus connus au monde, parce qu'il a commencé à faire une activité internationale assez importante
à partir des années 60 comme une façon de réaffirmer l'identité à l'extérieur. Donc, Québec a commencé à développer des échanges avec la France, et aussi à des instances internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie, pour vraiment faire face à cette identité à l'intérieur du Canada, mais de dire on est différent. Ok. Puis à l'intérieur même du Québec, est-ce que Montréal agit aussi sur la scène internationale? Est-ce que c'est une ville qui fait de la paradiplomatie? Oui, en fait, Montréal a commencé aussi dans les années 60, 70 à faire des actions paradiplomatiques. On trouve qu'il avait commencé à faire des échanges au niveau de la coopération. Par exemple, la ville a commencé à recevoir des personnes qui cherchaient de l'asile politique. Des personnes provenant du Chili et de l'Amérique latine ont été accueillies ici à Montréal. Mais après, les actions de paradiplomatie à Montréal ont commencé à se tourner vers les raisonnements, vers l'attraction des ressources économiques, vers l'attraction des personnes, des touristes notamment. Donc, c'est une internationalisation différente, mais il reste encore des choses au niveau de la coopération. Économiquement, est-ce qu'il y a des retombées? Quelles sont les retombées d'une ville de s'engager dans la paradiplomatie? Parce que je suppose que, mis à part les retombées personnelles, comme les maires, la plupart des motivations doivent être économiques. Est-ce que ça se mesure? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'on peut échouer de ce côté-là? Oui, les villes, en fait, vont avoir des retombées, vont chercher, bien sûr, d'avoir des fonds, d'avoir des ressources financières à l'extérieur. Il y a certaines formes dans lesquelles la ville va chercher, elle peut établir des accords avec une autre entité, avec par exemple, avec un pays ou avec une autre ville. Donc, pour avoir un fonds, pour avoir un échange économique. Mais il y a un échange aussi qui est au niveau de l'assistance technique. Ça, c'est une autre chose importante parce que les villes vont chercher aussi de trouver des, des partenaires qui ont des problèmes en commun ou qui ont reçu certains problèmes qui partagent, par exemple, au niveau de la mobilité. Donc, ils vont chercher une partenaire pour trouver une solution à ce type de problème. Je trouve l'exemple l'exemple de Bogota et la ville de Mexico. Bogota avait le Transmilenio, c'est un système de transport public qui était populaire, qui fonctionnait pour résoudre le problème de mobilité d'une ville assez grande comme c'est Bogota. Et après, d'autres villes dans le monde ont adopté ces mêmes réseaux de transport. C'est le cas de la ville de Mexico qui a fait le Metrobús, c'est comme le même système, les mêmes principes. Aussi, la ville de Medellín en Colombie a fait le même, a fait un système de transport par téléphérique qui était populaire et qui après, cette expérience a été développée dans d'autres villes du monde. Donc, c'est important de faire connaître ce genre d'expérience lors des forums ou des réseaux de villes pour aider à d'autres villes à le faire. Ok, je sais qu'il y a quelques années, le maire de Bogota avait donné une conférence à Montréal sur le Transmilenio. Et donc, je me questionne, est-ce que le maire de Bogota, tu penses que ses motivations étaient reliées au transport pour la ville de Bogota, ou alors est-ce que ses motivations étaient aussi personnelles pour se faire connaître? Parce que finalement, le maire de Bogota, c'est la référence sur ce système de transport. Puis, donc lui, il a eu des gains personnels par rapport à ça. C'est clair, il a tous les deux. Je pense que pour les maires, ce type de politiques sont bénéfices, leur image, mais aussi ils bénéficient d'une certaine façon, les conditions de vie de la population. Donc, il a tous les deux. Et on peut pas dire que c'est noir ou blanc. Je pense il faut nuancer les choses, il faut vraiment voir de quelle façon ça peut aider la coopération entre villes, de quelle façon les bonnes pratiques sont assez bonnes pour une ville, parce que
c'est sûr qu'il y a certaines nuances dans chaque expérience d'internationalisation, mais il y a aussi des bons retombées, il y a aussi des choses qui affectent surtout au niveau de la gestion des fonds qui vont peut-être c'est difficile de mesurer de quelle façon un fonds a eu des résultats et par rapport à la comment tu dis ça, au bénéfice, voilà. Parce que il y a aussi, par exemple, il y a un accord au niveau de l'assistance technique. Il y a des accords, par exemple, il y a entre des entités fédérales mexicaines qui s'appellent Jalisco et Michoacán avec la communauté d'agglomération d'Arles-Lourdes-Pyrénées pour la gestion d'un centre de résidus solides. Cette assistance technique entre les gouvernements a permis, à partir d'un transfert de fonds et à partir du transfert de l'assistance technique, de faire un système assez fonctionnel pour le gouvernement du pays. La prochaine question semble arriver un peu abruptement, mais c'est parce qu'on a perdu le fil, puis discuté d'autres choses qui n'avaient pas de rapport avec le podcast, puis on est revenu là. Donc c'est ça, je préviens, ça change un peu de sujet. Les villes internationales et la paradiplomatie, est-ce que c'est deux concepts très liés? Est-ce qu'on peut avoir des villes internationales qui s'engagent pas dans la paradiplomatie, ou alors est-ce que c'est comme mutuellement dépendant? Parce que par exemple, quand on pense aux stratégies d'internationalisation, je pense en premier, c'est celles qui sont liées au tourisme et qui visent à se faire un nom sur la scène internationale, mais comme pour attirer de l'économie, pas forcément pour établir des relations avec d'autres villes. Mais c'est quoi la distinction entre ville internationale et paradiplomatie? On ne peut pas distinguer parce que ce sont des contextes, des concepts associés. Disons, la ville internationale, c'est l'objectif et les activités paradiplomatiques, ce sont les véhicules. Donc, la ville va entreprendre certains types d'activités, comme je te dis, un jumelage, peut-être un accord de coopération, une participation dans un réseau de villes pour réussir à être une ville internationale. Mais il y a certaines conditions pour être une ville internationale. C'est pas exclusivement au niveau de démarches gouvernementales. Il y a aussi certaines choses qui sont, on peut dire, données, qui sont naturelles, parce que c'est, par exemple, les villes qui sont dans la frontière sont déjà en échange, forcément, sont obligées à avoir un échange avec la ville qui se trouve à l'autre côté de la frontière. On trouve aussi qu'il y a des villes qui sont en porte, qui en ont porte, donc c'est vraiment la porte d'entrée dans la ville, ça c'est une condition naturelle. Après, il y a certaines conditions qui sont créées pour avoir cet rayonnement international. Par exemple, la création d'infrastructures portuaires, comme aussi un aéroport qui peut joindre la ville à l'extérieur. Il y a aussi la création de cette attractivité touristique, comme tu dis, l'attraction de flux de touristes, mais aussi des travailleurs étrangers ou d'entreprises étrangères pour s'installer. Ça permet la création d'emplois et aussi avoir un certain rayonnement international comme une ville qui attire. Donc, on voit ça aussi du côté, on peut dire côté économique, mais ça existe aussi le fait d'avoir une population assez variée internationalement et ça crée aussi des échanges, ça force aussi à ce type d'échange. Donc, il y a certains comme des raies, on peut dire, il y a des raies qui vont juste se limiter à faire un rayonnement et à travers de certaines activités comme les jumelages. En fait, les jumelages des villes, c'est un des expériences d'internationalisation la plus commune ou la plus essentielle parce que ça implique un accord entre deux villes et ça permet aussi de trouver une partenaire à l'international. Est-ce que tout le monde peut s'engager dans des relations paradiplomatiques, par exemple via le jumelage? Comme on n'a pas besoin d'être une grande ville, on peut être un village puis faire ça. Comment on s'y prend, mettons? Genre,
Moi, je suis un petit village dans le sud de la France, puis j'ai envie de me jumeler. Est-ce que je contacte une ville au hasard? Est-ce qu'il y a une banque de données des villes qui veulent s'engager? Comment on fait ça? Comment je choisis une ville en Côte d'Ivoire avec laquelle me jumeler, par exemple? Oui, c'est très intéressant ça parce que les jumelages sont nés après la Deuxième Guerre mondiale pour rapprocher les populations des pays qui étaient confrontés dans la guerre. Donc, c'était vraiment au niveau de créer des liaisons, d'amitié, de voir qu'on n'est pas des ennemis, que c'était quelque chose qui était loin de l'échelle humaine. Et c'était une façon de rapprocher la population. Donc, après le jumelage, après cette espèce de rapport d'amitié qui comprenait des choses assez culturelles ou des choses comme très axées au niveau de la population, ils ont commencé à développer d'autres types de stratégies, comme des jumelages qui vont pousser l'assistance technique ou des choses plus matérielles, plus visibles. Donc, c'est un premier degré du jumelage. Mais comme tu dis, c'est pas exclusif pour les petites ou moyennes villes ou les grandes villes. C'est assez général, c'est assez généralisé. Ça dépend les types d'activités ou les types d'intérêts. Donc, pour les villes qui vont se lancer à l'international, il existe certaines étapes. Premièrement, c'est chercher vraiment de quelle façon on va cibler l'échelle internationale. Est-ce qu'on a des ressources économiques et des ressources humaines pour développer ce type d'activité? Est-ce qu'il existe un cadre juridique assez flexible pour permettre au gouvernement de développer une liaison à l'extérieur? Ça, ce sont des questions essentielles. Après, on doit considérer, il faut explorer le marché, il faut explorer quelle ville on va cibler. Par exemple, il faut vérifier s'il y a les mécanismes juridiques à l'échelle du gouvernement. Voir si la législation c'est pas contraignant. Après, voir s'il y a des ressources financières ou des ressources humaines disponibles pour commencer à agir à l'extérieur. Aujourd'hui, la technologie peut aider vraiment à faire ce type de liaison, à faire une contact direct avec les autres villes. Après, il faut chercher quelle ville peut servir pour les intérêts du jumelage. S'ils partagent, mettons, des choses historiques. Par exemple, il y a une ville en Espagne qui s'appelle Cordoba, qui a cherché à faire des jumelages avec les villes qui ont le même nom au Mexique et en Argentine. Donc, il y a des jumelages entre les Cordoba des trois pays. Et ça, c'est une chose en commune, mais il peut aussi y avoir comme, par exemple, là, je cherche une ville qui a un passé historique assez semblable au mien, au passé de cette ville. On peut chercher par rapport aux conditions, si ce sont des villes moyennes, des villes de 1 million d'habitants, il y a certaines choses qui vont aider. Après avoir choisi la ville à laquelle on va se jumeler, il faut envoyer une lettre de motivation à la ville, dirigée au maire de la ville, pour exprimer les besoins, ce désir de s'engager, d'avoir un jumelage. Dans cette lettre, on va envoyer aussi une espèce de synthèse de ce qui est la ville, qu'est-ce que c'est cette ville, s'il y a des atouts économiques, des atouts culturels, comment est-ce qu'ils vont aider à ce jumelage. Et après, il faut envoyer un plan d'échange, c'est-à-dire il faut détailler de quelle façon on va échanger. S'il y aura la promotion touristique, s'il y aura des visites officielles, quel type de communication il y aura, etc. Donc ça c'est une possibilité, le jumelage, mais il y a aussi la participation à des réseaux de villes.
Il existe des réseaux et des associations de gouvernements locaux dans le monde. On peut dire que c'est une ONU, une Nations Unies internationale. Il s'appelle Cités Unies et gouvernements locaux. Et là, c'est un forum qui permet aux villes de tout type, de taille médiane, de taille moyenne ou de taille grande, d'interagir. Toutes les villes ont la même voix. C'est pas comme les conseils de sécurité aux Nations Unies qu'il y a seulement 5 membres qui peuvent avoir une voix. Dans les réseaux de villes et les associations, toutes les villes, ça n'importe pas si c'est une ville petite, il peut avoir une voix à l'international. Ok, puis ça, c'est des réseaux thématiques ou qu'est-ce qui se discute dans ces réseaux-là? Il y a des réseaux thématiques. Par exemple, il y a des villes qui portent, il y a des réseaux qui portent sur le patrimoine. Par exemple, l'Organisation des villes patrimoine mondial. Ils vont, bien sûr, faire un point de réunion pour les villes qui sont dans la liste de patrimoine de l'UNESCO. Mais il y a des réseaux assez généraux, comme ce réseau, Cités Unies et gouvernements locaux. Ils vont rassembler des villes sans savoir si c'est sans regarder les spécificités. Bon, ils sont assez généraux. Okay. Au début, tu m'as dit que le jumelage est apparu comme pour consolider les relations entre des pays après-guerre. Mais donc, est-ce que c'est pas comme une forme d'instrumentalisation par les États au final qui sert les États plus que les villes? Parce que, mettons, j'imagine donc qu'il y a beaucoup de jumelage entre, par exemple, des villes françaises et des villes allemandes. Mais est-ce que ça sert plus l'État d'avoir ces relations entre ces villes comme qui sont des petits pions qui rétablissent des liens? En tout cas, ça me semble un peu comme instrumentalisant. Oui, des fois, on peut critiquer, on peut voir une vision critique de ce type de relation parce que c'est vrai qu'il existe au niveau de la coopération, il existe une certaine conception de coopération nord-sud comme une façon de continuer avec une perspective colonialiste, mais il y a certaines formes de coopération qui se font de façon horizontale. Ce sont soit des villes dans le sud, ça s'appelle une coopération sud-sud, ou il y a aussi une coopération triangulaire, c'est-à-dire il participe 3 villes dans le même temps, donc ça peut aussi aider à effacer ce type de conception colonialiste ou, comme tu dis, instrumentale de la coopération et aussi de la part diplomatie. Mais c'est vrai que certaines fois, il y a l'État central qui peut avoir une influence sur le type de relations qui se font. Par exemple, il y a un travail fait par Elisabeth Peyrou sur l'échange de bonnes pratiques d'expérience de la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Et dans ce contexte, elle a vu que c'était le gouvernement central qui donnait au Johannesburg comme une espèce de mandat pour faire des échanges avec certaines villes qui provenaient de pays émergents. Donc, en fait, c'était l'État central de l'Afrique du Sud qui poussait à la ville de Johannesburg pour établir des contacts avec des villes provenant des pays qui appartiennent aux pays émergents. Par exemple, l'Inde, la Russie, la Chine. Donc, les échanges de la ville de Johannesburg ont servi aussi à des intérêts du gouvernement central. Donc, on peut dire que ça c'est un peu instrumentaliste, cette perspective. Okay. Faut dire que je dois préciser que je suis comme biaisée parce que quand je faisais ma première année de doctorat avant d'abandonner, j'ai l'impression que dans tous mes travaux sur les villes internationales, je faisais que parler d'instrumentalisation, puis j'ai l'impression que j'ai comme un biais où c'est tout ce que je vois, c'est que les villes instrumentalisent des causes ou que les États instrumentalisent les villes. Je sais pas pourquoi j'ai comme un biais vers l'instrumentalisation. Je vois de l'instrumentalisation partout.
Ok, je regarde mes questions. Tadadapapa. Dans la paradiplomatie, il y a juste des relations avec des entités de même niveau, comme des villes avec des villes, des États avec des États ou des provinces avec des États, ou alors est-ce qu'il y a aussi des relations entre entités de différents niveaux, par exemple, des relations entre une ville et un État américain? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a différents niveaux? Oui, il existe différents niveaux dans la paradiplomatie. Il y a certaines villes qui vont agir, ou certaines, par exemple, régions qui vont agir avec une commune ou avec une autre gouvernement. Il y a des villes qui vont agir avec des pays ou à travers des agences. Par exemple, l'Agence française de développement, c'est un organisme public, va avoir aussi des fonds de coopération avec d'autres pays, mais aussi avec des villes, c'est-à-dire c'est comme un échange de l'échelle locale vers l'échelle nationale pour certains objectifs de coopération. Donc, c'est pas seulement de façon horizontale, comme j'avais dit, entre ville-ville, mais c'est aussi entre un État, et ça dépend les intérêts, ça dépend le type d'échange. Est-ce que, mettons, il y avait le jumelage, puis peut-être après le patrimoine, puis le climat. Est-ce qu'il y a des phases dans la paradiplomatie? Oui, premièrement, c'était comme j'avais dit, le jumelage, c'était comme la façon la plus essentielle d'entreprendre une démarche à l'international. Après, les villes ont commencé à voir qu'il n'y avait pas seulement cette possibilité, qu'ils pouvaient aussi passer au transfert des fonds. Donc, ils ont commencé à développer des activités au niveau de l'économie pour chercher des fonds pour le développement. Après, ils ont commencé à voir qu'il y avait aussi la possibilité de faire un transfert de connaissances ou d'assistants techniques. Donc, ça c'était une deuxième phase, une troisième phase ajoutée à cette façon de voir une activité paradiplomatique au niveau de la coopération. Et après, c'est l'attraction des ressources financières, des ressources aussi humaines qui fait partie de l'activité paradiplomatique des villes. C'est l'établissement d'entreprises ou la recherche d'investissements pour s'implanter sur les territoires. Ça constitue une autre façon une autre étape de la paradiplomatie. Ok. Puis, qu'est-ce que tu penses que va être le rôle ou qu'est le rôle actuellement des villes dans les questions environnementales et les changements climatiques? Est-ce qu'elles ont un pouvoir qui peut comme surpasser celui des États ou compenser comme des lacunes du côté des États? En fait, les villes, on le voit avec les accords de Paris, il y avait une disposition, il y avait une volonté politique plus significative que celle des États-nations. On a vu qu'il y avait un engagement encore plus comme moins sur les discours, mais plus actif à vraiment décider d'arrêter, de prendre des mesures pour arrêter le changement climatique, ou au moins pour mitiger les effets. Donc c'est vraiment, de ces côtés, les villes vont trouver des forums, vont trouver des façons d'agir de façon plus concrète. En plus, si on pense, les gouvernements locaux, ce sont des gouvernements de proximité. C'est-à-dire, ils doivent connaître les besoins et les désirs des citoyens parce qu'ils sont plus proximes, plus proches des citoyens que les gouvernements des États-nations. Donc, ils vont s'adresser à la gestion des services locaux, ils vont vraiment essayer de résoudre des choses plus perceptibles, des choses qu'on voit quotidiennement, par exemple l'amélioration des espaces publics, la gestion des services, l'approvisionnement de services, la mobilité, etc. Donc c'est vraiment là l'opportunité de chaque ville de trouver des solutions et d'agir dans des choses assez concrètes. Je pense que pour moi, c'est ça ce qui est important, de voir que quand on pense à des relations internationales, ce ne sont pas seulement des accords qui
qui vont être signés aux Nations Unies ou des choses qui se passent entre les frontières. Ce sont des choses assez perceptibles pour nous. Tout le monde peut participer. Il y a même des organismes, des associations civiles qui peuvent faire des échanges avec d'autres associations à l'échelle internationale. Et ça constitue déjà une action paradiplomatique. Ok. Puis, toi, dans le cadre de ta thèse, c'est quoi que tu étudies en rapport avec la paradiplomatie? Moi, j'étudie la diplomatie des villes, c'est-à-dire de façon plus spécifique la façon dans laquelle une ville va développer des actions d'internationalisation et dans le cadre d'une ville qui fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'est déjà une façon d'internationalisation parce que c'est une participation, c'est pas seulement une participation, en fait, c'est une reconnaissance internationale, cette désignation de l'UNESCO. Donc, ce qui est important pour moi dans ma thèse, c'est de dire, oui, la ville peut avoir un rayonnement international à partir du patrimoine, mais le patrimoine, c'est quelque chose qui est construit socialement. Donc, de quelle façon les habitants de la ville peuvent faire partie de cette internationalisation en faisant ce processus qu'on appelle patrimonialisation, c'est-à-dire en mettant en valeur les atouts qu'ils sont dans sa ville, dans leur ville. Puis pour ça, tu parles à qui? C'est quoi? Quelle est ta démarche? Pour ma thèse, initialement, je veux faire ce portrait de l'internationalisation de la ville par rapport à ce qui a été fait par les gouvernements. Et après, je m'intéresse aux personnes qui sont vraiment actives au domaine patrimoine. Je prends le cas de la ville de Puebla au Mexique. Cette ville qui fait partie du patrimoine mondial a été transformée récemment à des fins touristiques notamment. Mais c'est le centre historique qui a eu beaucoup de transformations et qui a vraiment provoqué des contestations par rapport au type à la construction d'infrastructures et des équipements touristiques. Et ce sont les habitants de la ville, ce sont les personnes qui sont vraiment impliquées, qui sont mobilisées pour agir contre cette transformation du centre historique qui m'intéresse. C'est eux qui font l'objet de ma recherche. Ok, puis si on parle plus de comme la recherche en paradiplomatie, est-ce que c'est un domaine répandu? Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs? C'est un domaine c'est à partir des années 80 qui ont commencé à se faire des recherches. C'est vrai que ça continue encore en développement. Il y a pas mal de chercheurs dans le monde qui vont travailler sur ce type de sujets. Et, des fois, il y a dans la science politique, il y a une certaine conception de voir les villes ou les gouvernements qui sont, on peut dire, inférieurs que le gouvernement de l'État, comme il peut avoir une perspective très, on peut dire, inférieure. Mais c'est en fait, ce sont les gouvernements, cette conception de la science politique de voir avec une perspective d'infériorité les gouvernements locaux qui des fois a eu des effets sur la conception sur les études des villes dans le monde. Donc, on peut dire qu'il y a un certain establishment dans les analyses qui portent sur la réalité internationale, qui se concentre sur les actions des États-nations et pas sur les actions des gouvernements locaux. Donc, Okay. ça constitue déjà les défis d'étudier d'autres échelles. Ok. Je sais que le concept de paradiplomatie a été développé par un Canadien, puis en faisant rapidement une recherche sur Internet, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui venaient du Mexique, alors que je veux dire, j'avais pas du tout orienté ma recherche vers ça. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus au Mexique? Et si oui, pourquoi? Oui, en fait, ce sont des chercheurs canadiens
qui ont commencé à faire pousser cet concept. Après, c'était aussi des chercheurs en Espagne, notamment en prenant les cas de la Catalogne. Il y a aussi des chercheurs en Belgique pour vraiment faire théoriser tout ce qui concerne les actions des communautés. C'était intéressant, ça, les débuts de cette recherche sur la paradiplomatie, mais après, il y a tout un réseau de chercheurs, pas seulement au Mexique, mais dans le reste de l'Amérique latine, encore dans le monde, aux États-Unis aussi, pour voir de quelle façon les gouvernements locaux peuvent agir à l'international. Donc, c'est pas exclusivement du Mexique. Je pense il y a des chercheurs, les dernières années, je pense les dernières 15 années, on a eu une évolution de la recherche dans les domaines, mais je pense que c'est en général, pas seulement au Mexique. Ok. C'est drôle parce que avec les pays que tu cites, je remarque que c'est tous soit des États-fédérations, soit des États où il y a des questions de séparatisme ou plusieurs langues. Donc j'ai l'impression que en tout cas tous les pays que tu as cités où la recherche est comme prévalente, ont ces questions de décentralisation et peut-être comme d'indépendance. Je trouve ça intéressant que ce soit ces pays-là qui se concentrent le plus là-dessus. Oui, en fait, cette idée, c'est totalement correct. Ce type de recherche ont été faits parce que les entités, les provinces ou les États fédérés qui ont eu ce désir d'agir à l'international ont été principalement poussés à le faire parce qu'ils voulaient se détacher de l'action internationale qui était faite par l'État-nation, qui était faite par l'État central. Donc, il y avait certainement des questions d'indépendantisme, il y avait aussi, par exemple, la notion de protodiplomatie, c'était ça, de dire, on veut s'indépendiser, on veut avoir un régime indépendant. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher, comme dans les terrains internationaux, une espèce de reconnaissance. On va préparer le terrain pour, au moment où on réussit à avoir cette indépendance, on aura déjà consolidé des liaisons à l'international et une reconnaissance de cet État. C'est-à-dire, on sera un État qui sera reconnu par d'autres États. Ça fait du sens. Mais c'est vrai que par exemple, si on pense, je sais pas, si je me mets à la place de quelqu'un qui habite comme en Alabama, je pense que je vais plus connaître le Québec que comme la Saskatchewan. Parce que, parce qu'ils sont beaucoup plus mis sur la scène internationale, puis ils font beaucoup comme de lobbying pour se faire connaître, puis... Oui, en fait, le Québec, c'est un exemple dans le monde parce que ça a commencé ces actions internationales après la Révolution tranquille, après les années 60. Il a commencé à faire des actions qui étaient vraiment comme innovantes dans ces moments-là. Dans ce moment, le Québec a 33 représentations réparties dans le monde, c'est-à-dire des délégations générales ou des délégations assez simples, des centaines, etc. Ce sont comme des consulats ou comme des ambassades, mais c'est déjà ça implique un effort très grand d'avoir une ambassade. Il peut avoir, le Québec, c'est en province, mais peut avoir beaucoup plus de représentation qu'un autre pays. Donc, ça dit quelque chose de déjà important. Et le fait que le Québec a déjà un ministère, c'est pas un bureau dans la province qui gère la stratégie d'internationalisation. Non, en fait, c'est un ministère exclusif pour développer les actions internationales avec une stratégie, avec des objectifs. C'est assez complexe, tout le système ici au Québec. Ok. Ok, puis dans l'avenir, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à la paradiplomatie? Est-ce que tu penses que que le phénomène va prendre de l'ampleur? Oui, il va prendre beaucoup d'ampleur, notamment à travers toutes les actions qu'on voit précédemment sur les actions de climat pour avoir des villes plus durables et avoir des actions plus concrètes visant la mitigation du changement climatique. Donc, ça, c'est déjà un aspect qui est
à considérer dans le développement de la paradiplomatie. Et surtout parce qu'on habite dans un monde urbain, donc la diplomatie des villes, ça va continuer. C'est sûr que ça sera une chose qui aura beaucoup plus d'aspects à explorer, des choses à continuer à travailler. Qu'est-ce que tu préfères à propos de ton travail en tant que chercheuse ou que doctorante? Ce que je préfère, c'est de voir des expériences concrètes. C'est de voir que c'est quelque chose de tangible. Au moins, du côté de cette nation, si on pense à la politique extérieure, si on pense à des rapports, c'est quelque chose qui semble loin de moi. Mais quand je pense à des actions internationales d'une ville, pour moi, ça dit quelque chose qui est près de moi, qui a des retombées sur moi, des retombées directes, parce que je ne veux pas dire que les relations internationales au niveau de cette nation ne vont pas avoir des effets. Dans ce moment, on le voit avec la Covid, c'est sûr que ça implique plein de choses, comme d'enjeux pour le monde entier. Mais quand on pense au niveau, à l'échelle urbaine, on voit des choses plus facilement. Puis qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail? J'ai beaucoup de problèmes avec certaines notions qui ont été popularisées récemment, qui concernent l'action internationale des villes. C'est notamment le fait de dire on va devenir une ville globale. Pour moi, dire une ville globale, ça revient à la notion de Saskia Sassen qui critique vraiment comme le fait d'une ville inégalitaire, qui dit oui, il existe des villes qui ont un business district assez rayonnantes, qui ont de pouvoir économique, mais c'est aussi une ville fragmentée, c'est une ville qui a beaucoup d'inégalités. Et c'est ça la ville globale pour moi. Donc pour moi, dire on va devenir une ville globale, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc il faut considérer toutes ces nuances. On ne peut pas dire qu'on est une ville globale parce que faut considérer que c'est pas tout, c'est pas comme réussir. Et aussi le fait de dire on va devenir une ville intelligente, une smart city. C'est un concept pour dire que la technologie, ça va nous aider, mais en même temps, si on pense à la technologie, on peut questionner quel type de technologie, on peut questionner de quelle façon, et notamment dans ces moments, pas tout le monde a l'accès à la technologie, pas tout le monde a l'accès au profit de la technologie. Donc, de quelle façon il faut nuancer cette concept, il faut réfléchir avant de dire que c'est un exemple, c'est un modèle à suivre dans le monde. Mais donc, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que ça serait l'alternative idéale, qui n'est pas la ville globale ou la ville intelligente? Pour moi, c'est ça l'important de dire on va avoir une ville internationale, mais c'est une ville qui est construite, cette stratégie d'internationalisation est construite avec les habitants. C'est pas seulement d'identifier quels seraient les domaines à agir, quelles seraient les façons de s'internationaliser, mais aussi de voir de quelle façon les habitants peuvent être intégrés dans cette stratégie de façon plus directe, pas seulement dans des discours, pas seulement en disant il y aura des résultats, mais non, en fait, c'est pour eux de quelle façon c'est facile de comprendre que le gouvernement d'une ville va destiner des ressources économiques à faire une démarche internationale. Il me semble qu'il y a une ville en Amérique centrale ou du Sud, peut-être en Colombie, qui avait fait un budget participatif pour sa ville, puis je pense qu'ils se sont fait pas mal une réputation à l'international là-dessus. Ça serait un bon exemple peut-être d'une ville comme équitable un peu. En tout cas, qui se fait sa réputation sur le fait d'être équitable. Oui, en fait, c'est le budget participatif de Porto Alegre, en Brésil. C'était dans les années 90. C'était populaire, ce modèle, parce que c'était vraiment la façon de gérer un budget, d'intégrer les citoyens dans cette gestion, de voir de quelle façon ils peuvent participer en faisant un diagnostic, de dire on a besoin
infrastructures de ce type, on a besoin de l'amélioration de l'espace public, etc. Donc, ce modèle de budget participatif a été, en fait, c'est un des bonnes pratiques qui a été popularisé dans le monde. On les trouve maintenant dans tout le pays, on les trouve dans beaucoup de villes au monde. Et ça a permis aussi au Porto Alegre de s'internationaliser, de voir un rayonnement à travers ces modèles. Ouais. Puis en fait, ça me fait penser, tout ce que tu me dis, que sur la scène internationale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ville qui se focalise sur sur le bien-être de leurs habitants ou sur le fait d'être équitable ou sur réduire les inégalités. Puis ça me fait réaliser que l'objectif premier, c'est vraiment économique parce que sinon, il y aurait plein de villes qui se focaliseraient là-dessus. Mais comme favoriser l'équité, ça fait perdre de l'argent, pas en gagner, c'est pas présent, quoi. Je veux dire, ça fait pas parler, puis je peux pas penser d'une seule ville, mis à part peut-être de la ville de New York, tu sais, qui a comme cette image de ville sanctuaire, etc. J'ai l'impression qu'on n'entend pas parler de ville. C'est ça qui se focalise sur l'équité. Je pense que ça, c'est aussi le défi de trouver des modèles urbains assez inclusifs, assez importants, comment je pourrais dire, des modèles alternes de villes. Je sais pas si je dois dire ça, mais j'ai écrit un article, j'ai écrit une réflexion, en fait, je ne vais pas dire un article parce que c'est pas si scientifique, mais j'ai écrit une réflexion sur le fait de dire de quelle façon on peut créer des modèles de villes plus alternes, un modèle d'internationalisation alterne à ce qu'on voit maintenant, en considérant une perspective féministe. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de villes dans le monde en ce moment qui sont gouvernées par des mairesses. Ça veut pas dire que ce sont des modèles exemplaires, mais on voit que ce sont des modèles qui se détachent du reste du modèle de ville. On voit qu'ils se concentrent sur des aspects, sur la durabilité ou sur la mobilité plus inclusive ou une mobilité plus adaptée aux besoins de la ville, qui c'est pas seulement sur la productivité ou c'est une mobilité pas seulement axée sur l'utilisation de la voiture. C'est vraiment, je pense, ça donne comme une piste sur ce type de modèle alternatif et inclusif pour tout le monde. Ok. Puis ça, tu l'as publié quelque part ou c'est pas encore publié? Et je l'ai publié sur la revue de paradiplomatia.org. Je l'ai publié sur paradiplomatia.org. Et c'est une réflexion qui porte notamment sur la diplomatie des villes féministes. Ok, intéressant. Puis, est-ce que tu as d'autres ressources à recommander pour des gens qui voudraient en apprendre plus, des sites internet, des livres? Oui, le site internet des cités gouvernements locaux unis, c'est intéressant pour voir de quelle façon il y a beaucoup de villes dans le monde, dans beaucoup de régions du monde qui vont s'engager à partir de différents sujets. Par exemple, il y a la commission d'équité, de genre, il y a la commission de participation citoyenne, donc il y a beaucoup de sujets dans les contextes de cités et gouvernements locaux unis, aussi sur le site de paradiplomatia.org. Il y a de bonnes expériences, il y a des partages de formations qui se font au monde, pas seulement en espagnol, mais aussi dans beaucoup de langues. Donc, c'est assez intéressant. Il y a aussi cet organisme publie aussi en revue chaque 3 mois avec les thèmes, une thématique la plus actualisée du phénomène de la paradiplomatie. Est-ce que les gens peuvent te trouver quelque part sur Internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre? Oui, sur Twitter, je suis Adriana, en fait, avec une seule N, parce que je sais qu'en français, les gens ont la tendance à écrire mon nom avec double N, mais non, Ah ouais? je suis Adriana avec une seule N.
C'est la fin de cette discussion avec Adriana, qui semble se terminer abruptement, mais c'est parce qu'on est resté au téléphone à discuter après la fin de cette entrevue, donc j'ai pas enregistré nos au revoir. Au revoir. Adriana m'a envoyé plusieurs liens vers des ressources que je vais ajouter en description de l'épisode si vous voulez les consulter. Le lien vers le Twitter d'Adriana s'y trouve également. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner, laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, et nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains épisodes, sur Instagram et Facebook à Super Spécialiste et sur Twitter à SuperSpecPod1. Ok, merci, bye bye. Bye.